Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois le docteur Marie-Ève Coton qui vient nous parler de cinéma et santé mentale. Ça va être fort intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le sujet par cette médecin qui a fait une conférence sur le sujet. On a également à l'Espresso le sujet muscler sa mémoire. En deuxième demi, Yves Scofield vient nous rendre visite. Il va nous parler de l'effet pamplemousse sur certaines médications, des contre-indications. Alors, à prendre des notes justement pour la chronique de Yves. Et à l'Espresso allongé plus tard à l'émission, 6 choses que vous ignorez sur la santé mentale. Tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Volo et la chanson s'intitule A priori. Bienvenue chez nous. Agents spéciaux pour protéger nos intérêts. On sait qu'il y a une part de nos impôts qui finance les services secrets. On sait, a priori, on est d'accord, on voit pas comment s'en passer. Jusqu'à quel point c'est des warriors, faudrait qu'on puisse se renseigner. Il y a des gens dont c'est le boulot, gérer nos conflits d'intérêts. On sait qu'il y a une part de nos impôts pas des missions de paix. On sait, a priori, on est d'accord parce qu'on aurait tort de penser qu'on mérite pas d'en prendre notre part de responsabilité. Ah, si on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre au milieu des esclaves. On sait qu'on retrouve sur nos plages des gens échoués, morts, noyés. On sait, c'est pas toujours bon pour l'image et le moral des vacanciers. On sait, a priori on est d'accord pour que la mafia fasse sa pieuvre, à condition que ça serve d'abord à nous garantir la main d'œuvre. Y'a ce qu'il faut d'argent à blanchir, si ça vaut le coup qu'on se corrompe. On sait, c'est pas à défaut d'accueillir des dictateurs en grande pompe. On sait, a priori si on tolère la traite des femmes dans nos rues, on peut crever de froid avant de nous retrouver pendus. Ah, si on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être bon d'être libre au milieu des esclaves. A priori, on est d'accord. On sait, 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 a priori. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. J'accueille maintenant notre invité qui est le docteur Marie-Ève Coton. Bonjour et bienvenue à l'émission Folie douce, docteur Coton. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour... vous êtes donc dans le domaine, évidemment, de la psychiatrie. Vous êtes psychiatre au programme des troubles psychotiques de l'hôpital Louis-H. Lafontaine. Vous avez donné en octobre 2012 une conférence lors d'une journée bien spéciale à l'hôpital, justement, Louis-H. Lafontaine, qui avait rapport au cinéma et la santé mentale. On sait qu'au cinéma, il y a souvent... justement des films qui ont des thématiques de santé mentale. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus du contenu de votre conférence, justement, par rapport à ça? Oui, la question de base de la conférence, c'était justement, il y a beaucoup de représentations de la santé mentale au cinéma.
Et je me questionnais à savoir est-ce que ces représentations-là sont des illustrations crédibles, soit de la présentation, soit de l'expérience de la maladie, ou au contraire, est-ce qu'il y a surtout la perpétuation de stéréotypes sur la santé mentale ou sur des phénomènes de stigmatisation des malades mentaux? Alors, la réponse un peu ou le contenu de la conférence était qu'il existe des exemples dans les deux sens au cinéma. D'ailleurs, le titre de la conférence était « Pour le meilleur et pour le pire » parce que autant il y a des œuvres qui effectivement donnent des représentations soit caricaturales ou simplifiées ou très déformées de la maladie ou de l'expérience de la maladie, mais il y a aussi des œuvres assez fines qui peuvent humaniser au contraire les gens qui souffrent de ce type de problème-là. Pourquoi vous vous êtes intéressé au sujet? Parce que c'est quand même un gros morceau, je dirais, le cinéma, puis ça c'est pas d'hier que des films aussi qui traitent de santé mentale. Pourquoi, en tant que psychiatre, vous vous êtes intéressé au sujet? Bien, je me suis d'abord intéressée au sujet justement de la stigmatisation de la maladie mentale avec un constat que je fais au fil du temps en pratiquant ce métier-là, c'est que pour le type de problématique que moi je soigne, qui est surtout la schizophrénie, je remarque que dans l'expérience des patients, le stigma auquel ils ont à faire face dans la société est souvent aussi souffrant que les symptômes eux-mêmes de la maladie. Et puis, donc, je me suis questionnée à savoir comment l'idée ou les représentations de la population se fait au sujet de la maladie mentale. Il y a beaucoup d'efforts, justement, de campagnes d'information, de campagnes de sensibilisation qui sont faits. Mais dans les médiums, je dirais qu'ils rejoignent énormément une très grande quantité de gens. Ben, le cinéma, c'est particulièrement vrai parce que beaucoup de gens vont voir des films. Et puis, une des choses que je lisais quand je lisais sur ce sujet-là, c'est que les gens donnent beaucoup de crédibilité à ce qu'ils voient dans les films. C'est-à-dire que la plupart du temps, si une maladie mentale est représentée, ils vont, si on les questionne à savoir s'ils pensent qu'un expert a été consulté pour créer le film et représenter la maladie, la plupart vont dire oui, que ce soit le cas ou pas. Donc, les gens prennent les films comme des sources d'informations crédibles, que ce soit une bonne chose ou non, là, tout dépendant. Alors, quand on s'intéresse à comment les gens peuvent être stigmatisés au niveau de la maladie mentale, le cinéma, c'est un sujet intéressant parce que ça a beaucoup d'impact auprès de la population. Avez-vous pu, disons, faire un historique un peu sur le cinéma? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que, par exemple, il y a 30 ans, il y a 40 ans, est-ce que le cinéma était toujours au sujet de la santé mentale? Est-ce qu'il était différent d'aujourd'hui? Je dirais qu'en termes de crédibilité, c'est pas nécessairement une progression qu'on voit, mais des œuvres qui se sont démarquées à différentes époques dans leur sensibilité face à la représentation de cette expérience-là. Et souvent, le facteur qui fait en sorte que des œuvres vont être plus grossières ou plus caricaturales versus vont être plus fines, c'est pas tant l'époque à laquelle ils ont été produites, avec en sous-entendant que les gens pourraient être de plus en plus bien informés, c'est plus quel est le mandat ou la raison pour laquelle le film est fait. Si le mandat est principalement commercial et veut rejoindre un plus grand nombre possible et que c'est vraiment ça l'essence du film, souvent il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris, les coins sont plus ronds, il y a même des fois des phénomènes d'idéalisation ou au contraire de diabolisation des malades mentaux en les présentant comme des gens violents, par exemple. Mais dans les œuvres qui sont peut-être moins sensibles à la question du succès commercial, mais qui essaient vraiment de rendre un témoignage humain plus cru ou plus réel, à ce moment-là, on voit des témoignages au cinéma qui sont beaucoup plus crédibles et beaucoup plus marquants. Pourriez-vous, Dr. Cotton, nous donner quelques exemples justement dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas où effectivement il y a peut-être un aspect plus positif pour ces films-là et d'autres cas où c'était vraiment raté dans le sens de peut-être que les films justement stigmatisaient trop les gens en santé mentale. Est-ce que vous avez des exemples concrets peut-être de films que les gens connaissent déjà? Oui, je dirais que pour un exemple positif de la représentation de la schizophrénie au cinéma, je vous référais au film qui s'intitule Spider, en français et en anglais, qui a été réalisé par par Cronenberg.
et qui est donc l'histoire d'une personne qui souffre de schizophrénie qui est interprétée par Ralph Fiennes et où le personnage principal développe un délire que sa mère a été remplacée par un sosie, mais qui est une femme beaucoup plus malveillante, beaucoup plus vulgaire. Et le rôle de la mère est joué par la même actrice, mais qui a une façon d'être et une présentation physique complètement différente selon si elle est vue dans l'optique délirante de son fils ou si elle est vue de façon réaliste avant qu'il développe son délire. Alors, c'est très bien représenté parce qu'on voit le point de vue de la personne qui souffre d'un délire et qui voit pas du tout qui voit pas du tout la réalité de la même façon, tout dépendant si les symptômes sont présents ou non. Donc, c'est un film d'une grande sensibilité qui humanise beaucoup la souffrance et la détresse de la personne qui est dans cette position de malade, et puis qui est aussi un film esthétiquement très, très réussi avec le talent de ce réalisateur qu'on lui connaît. Dans les exemples plus négatifs, il y en a à divers niveaux. Il y a des films comme par exemple dans le film 12 Monkeys qui met en vedette Brad Pitt et entre autres, qui est un film où Brad Pitt joue le rôle justement d'une personne qui souffre de maladie mentale qu'on voit dans un département psychiatrique. On a des scènes là-dedans. Le film, en termes d'énigmes ou est un bon film. En fait, c'est un film qui raconte une histoire intéressante, qui est un film de science-fiction, etc. Mais la partie où l'univers psychiatrique est représenté, les malades mentaux qui sont dans l'unité psychiatrique sont représentés de façon très, très caricaturale, avec des comportements aberrants qui leur donnent un peu la représentation comme si c'était un zoo, cet univers-là. Alors, c'est un genre d'image qui se reproduit souvent quand des unités psychiatriques sont montrées dans les films. C'est souvent très offensant parce que toutes sortes de bizarreries qui sont pas du tout, en fait, présentes du tout chez les malades mentaux sont représentées, des tics, des comportements très régressés qui donnent pas une idée du tout réaliste. Alors, c'est un exemple de représentation très stigmatisante et caricaturale. À votre connaissance, Dr Coton, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de l'information qui est véhiculée aux gens à savoir si par exemple, quand il y a des films, par exemple, comme Spider, dont vous nous parlez, qui représente bien puis qui est même positif jusqu'à un certain point par son traitement, est-ce que c'est connu par les gens? Parce qu'on aurait intérêt en tout cas ici même, à faire ça pour que les gens puissent peut-être justement encourager ces films-là quand ces films-là sont présentés au cinéma ou même en location, peu importe. Est-ce que ça se fait déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui donnent un peu, comme peut-être pas des prix, mais qui donnent des recommandations, par exemple, en disant ça représente bien le milieu et puis c'est positif pour la santé mentale? Pas à ma connaissance, pas d'organisme qui fait officiellement cette démarche-là. Moi, quand je me suis intéressée au sujet, c'est sûr qu'il y a une littérature scientifique là-dessus, c'est-à-dire que quand je me suis intéressée au sujet, j'ai trouvé des articles dans des revues de psychiatrie qui traitaient de la chose, qui avaient analysé la représentation de la maladie mentale au cinéma. Mais en termes de divulgation au grand public, non, je connais pas vraiment d'organismes ou de lieux là, à travers lesquels c'est fait de façon systématique. Ça serait plutôt des anecdotes ou des occasions. Ça serait, oui, parce que ça serait vraiment intéressant de pouvoir, parce que dans le fond, c'est sûr que c'est peut-être pas le rôle du cinéma de devenir le média d'information au niveau de la santé mentale, sauf que quand les choses sont bien représentées, autant dans n'importe quel domaine, quand on voit des erreurs au cinéma, et à l'inverse, quand on voit un film qui fait attention et qui essaie de présenter les choses correctement, c'est quand même remarquable, là. Absolument, puis la portée populaire de ça est énorme. Alors, c'est vraiment une source intéressante d'inspiration et de déstigmatisation pour la maladie mentale. Oui. Il nous reste quelques instants à l'entretien. Donc, vous êtes donc à l'hôpital Louis-H. Lafontaine. Vous y occupez le poste de psychiatre au programme, on en parlait tantôt, au programme des troubles psychotiques de cet hôpital bien connu. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre quotidien, justement? Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu plus spécialisé, je crois? Oui, ma pratique, elle se concentre uniquement auprès de personnes qui souffrent de schizophrénie.
Et puis, c'est une approche qui est un petit peu plus nouvelle dans le domaine des soins. C'est les soins qu'on dit dans la communauté, des soins à domicile, où l'équipe avec laquelle je travaille, des intervenants, on fait la majorité des interventions auprès des patients dans leur milieu, donc soit à domicile, soit dans leur environnement, dans leur communauté. Alors, c'est une approche différente, c'est-à-dire qu'on essaie le moins possible d'utiliser les lieux de l'institution pour les traitements, mais d'aborder leurs difficultés de fonctionnement ou leurs symptômes là où ça se déroule, et puis d'aller les rejoindre dans la communauté pour faire les entrevues, pour les aider dans des tâches concrètes. Diriez-vous que votre pratique est justement, elle est effectivement différente, mais comme médecin, est-ce que vous trouvez que c'est une approche qui est beaucoup plus intéressante pour vous? J'imagine que oui, là. Moi, je trouve ça très intéressant parce que de voir les gens dans leur univers, je trouve que ça nous en apprend énormément sur eux. Des informations, des compréhensions plus profondes qu'on a là-dedans qu'on n'a pas nécessairement quand on fait des entrevues cliniques uniquement dans un milieu qui leur est complètement artificiel, que ce soit notre bureau à l'hôpital ou etc. Alors, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur eux et que dans le processus aussi, c'est lourd, vous savez, un hôpital psychiatrique ou un milieu psychiatrique, c'est lourd de stigmatisation juste par l'histoire que ça porte. Alors, d'être ceux qui vont rejoindre les gens dans la communauté et de passer le message à travers ça que notre but, c'est qu'ils fonctionnent dans la communauté, qu'ils ont leur place dans la communauté. Je trouve que juste dans le processus, c'est un message fort pour les patients. Bien, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui à l'émission Folie douce. C'est fort intéressant, puis en espérant qu'il y ait de plus en plus de films, justement, qui représentent de façon positive, en tout cas, on peut présenter de façon réelle, mais en tout cas, de façon de ne pas stigmatiser les gens au niveau de la santé mentale. Ça va être à souhaiter pour l'avenir. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci et bonne continuité dans votre travail également. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'était donc le docteur Marie-Ève Coton, psychiatre au programme des troubles psychotiques, justement, de l'hôpital Louis H. Lafontaine, qui nous a parlé d'abord de cinéma et santé mentale et aussi un peu de son approche un peu particulière donc à l'hôpital, sur Folie douce. Vendu mon âme dans Cyber Avenue. Comme on a juste une vie à vivre, on devrait tous être riches et beaux, avoir un penthouse à Montréal. Comme
branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous voici rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, un sujet nouveau qui est muscler sa mémoire. Ça se fait ça? Entraîner avec des... Apparemment oui, parce que la mémoire, c'est pas un muscle évidemment, oui. Mais ça peut s'entraîner et ça peut apporter des résultats. Oui, alors c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui avec toi. Oui, c'est un article que j'ai pris sur l'Internet. C'est sur le site Doctissimo. Oui. Qui est un site consacré à la santé et au bien-être. Et l'article est écrit par Mme Isabelle Delalleux, qui est journaliste française. Alors, ceci nous dit que pour être capable d'engranger une information puis de la ressortir, il faut fabriquer ce que les spécialistes appellent de l'image mentale. Celle-ci doit être traitée, visualisée et classée. Les associations d'idées, les phrases saugrenues, les jeux de mots, les codages personnels, ces petits trucs donnent du sens à l'information pour mieux la retenir. Sans eux, aucun processus de mémorisation ne peut être mis en place efficacement. Donc, il faut se faire des trucs pour retenir les choses. Il y a un test qu'on peut faire, c'est-à-dire on choisit 10 mots au hasard dans un livre, puis elle nous dit « écrivez-les, lisez-les, retournez-les sur la feuille, retournez la feuille et tentez de les retrouver ». Elle nous dit, est-ce dur? Est-ce trop dur? Elle nous dit, reprenez ces mots, associez-les pour composer des phrases ou une histoire ou classez-les par thème. À ce moment-là, ça devient plus facile. Il faut quand même que ce soit des mots qu'on utilise de tous les jours, parce que si ce n'est pas des mots qu'on utilise de tous les jours, on va avoir de la belle conversation, mais personne ne va nous comprendre. Ça dépend. Si c'est des mots inhabituels, peut-être qu'on pourrait même les retenir plus facilement, je ne sais pas. Mais ça ajoute à la difficulté, parce que déjà, de muscler sa mémoire, c'est une chose, mais en plus, si les mots sont plus difficiles... Oui. En passant, Pierre, est-ce qu'elle parle pour les gens un petit peu plus âgés, parce que la mémoire s'effrite quand même à oui, certains c'est âges. Un fait. Mais on va voir. Là, ici, en tout cas, Mme Delalleux nous donne 6 différents trucs pour muscler sa mémoire. Oui. Elle nous propose... Bon, alors, je vais y aller par le premier truc. Elle nous dit « Attention, pour développer l'attention et la concentration. » Alors, devant le journal télévisé, elle nous dit « Focalisez sur les gros titres et tentez de vous en souvenir à la fin du journal, avec le plus de détails possible. Faites des puzzles, jouez au solitaire, entraînez vos proches dans des tournois de cartes comme au tarot, à la belote, au bridge, etc., ou du backgammon. » Elle nous dit « Comme les Japonais, initiez-vous au complexe de pliage de papier comme l'origami. » Deuxième truc, un truc pour développer la rapidité de la mémoire. Elle nous dit, exercez-vous au calcul mental, comme quand vous faites vos comptes bancaires, par exemple, ou au supermarché pour prévoir le montant de l'addition au fil de vos achats. Est-ce que c'est frauder l'impôt aussi, là? Mais c'est vrai, comme tu le dis, c'est ça, d'avoir une petite idée combien ça va te coûter rendu à la caisse. Ça ne veut pas dire que ça va... Arrondir qu'on ne se trompera pas, mais ça fait travailler... Ça fait travailler la mémoire, puis de façon constante. Hein, c'est ça, oui, elle nous dit aussi, ne ratez pas les jeux de type quiz qui fleurissent à la télévision. Oui. Ça peut... quand tu joues en même temps que les panélistes, ça peut être bon. Ouais, c'est toujours plate quand tu as les réponses devant ta télé, mais si tu seras en studio... Non, ça, faut pas. Ça, tu ne l'as pas du tout. Troisième truc, elle nous dit, pour travailler le vocabulaire, lisez le plus possible, sans distinction, dans le dictionnaire. Cherchez les mots inconnus. Comme à l'école, forcez-vous ensuite à les utiliser dans les phrases pour vous familiariser avec eux. Mais ça, c'est sérieux. Il faut que les gens lisent plus parce que ça permet de former la pensée. Oui. Mais en allant dans le dictionnaire, on peut vraiment exercer sa mémoire de façon plus spécifique. Il y en a du contenu, on n'en manque pas. C'est pas ça qui manque. On peut passer des heures. Hein. Oui, elle nous dit en groupe, jouez au petit bac. C'est-à-dire, c'est un jeu où un joueur donne une lettre et il faut trouver une quantité de mots commençant par celle-ci dans tous les domaines. On peut jouer au Scrabble ou tout autre jeu de lettres et apprenez chansons et poèmes. Ah, ça peut être bon aussi. Oui, ça, faut que tu chantes bien. C'est pas comme moi. Oui, parce que tu peux irriter ceux qui t'entourent. Tu peux opter pour les poèmes. Hein, parce que je vais avoir des pertes de mémoire quand quelqu'un va me lancer des affaires. Quatrième truc, pour développer l'esprit d'observation, regardez les personnes de votre entourage et essayez, par exemple, de vous souvenir de leurs habits. Les publicités de magazines aussi qu'on peut retenir. Après 15 secondes, retrouvez le produit, la marque, les couleurs et la scène. Ou encore le tableau d'un musée. Retrouvez ces détails dans votre tête. Dans les magazines, jouez aux jeux du type 7, les erreurs, les 7 ou 8 erreurs, aux figures et associées
les points, tu sais, les jeux de relier, les points. Oui. Ça peut aider aussi. Quand on est dans la promenade, elle nous dit apprenez à reconnaître les nuages et les arbres. Tu sais, il y a 5 types de nuages. Puis amusez-vous à les identifier. 5e truc pour développer la logique et l'organisation de la pensée. Dans les romans policiers, menez l'enquête pour découvrir l'assassin. Mais ça peut irriter ceux qui regardent l'émission. Si tu trouves le coupable après le tiers du livre, c'est un petit peu irritant. Oui, c'est peut-être que c'est trop facile. Jouer à Sherlock Holmes, ce qu'on appelle. Elle nous dit, faites la liste de ce que vous devez faire le lendemain. Passez en revue vos activités de la veille. Classez-les par catégorie. Essayez de faire le plan de votre maison ou de votre trajet pour aller au travail. 6e point, pour la créativité et l'imagination, jouez avec les enfants et profitez de leur imagination et de leur fantaisie. Fabriquez-leur des déguisements. Inventez des histoires. On vous donne la première phrase et vous devez continuer. Vous devez inventer une histoire à partir de 5 mots-clés comme, par exemple, le mot train, le mot boulangerie, le mot photographe, le mot soleil ou le mot poisson. Mettez-vous à la broderie, au tricot, à la couture. Inscrivez-vous à un cours de peinture, de théâtre, de chant ou encore composez des poèmes. Elle nous dit, en suivant ces conseils, vous deviendrez sous peu incollable dans tous les domaines. C'est un bon plan de carrière, Ghislain, pour les prochains mois. J'ai juste surpris, par exemple, juste avant qu'elle n'a pas mis le mot croisé. Oui, c'est vrai. Un mot croisé ou même les... Oui, nous avait parlé du Scrabble, le jeu des erreurs, etc. Ça rentre dans ça. Merci beaucoup, Pierre. C'est un très beau sujet. Donc, muscler sa mémoire, c'est possible. Avec des trucs pratiques comme ça, c'est beaucoup plus facile. Merci, Ghislain, aussi de ta participation. Merci, Pierre, pour ce beau sujet à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Yves Schofield nous propose l'effet du pamplemousse sur certaines médications. Aussi, à l'Espresso allongé, 6 choses que vous ignorez sur la santé mentale. Vous entendrez de plus en chanson Espagnola de Jolie et Les chemins de la liberté de Sylvie La Liberté. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. J'accueille notre collaborateur Yves Schofield. Bonjour Yves, encore une fois. Bonjour, M. Yves. C'est toujours bonjour agréable toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Oui, c'est toujours agréable de recevoir à l'émission de Folie douce. Tout le plaisir pour moi. Tu collabores comme ça à l'occasion à notre émission. Différents sujets intéressants qui sortent aussi des sentiers battus, je dirais. Quand on parle de santé mentale, souvent c'est vaste. C'est ce qu'on essaie de faire ici à l'émission Folie douce. On essaie d'élargir les horizons. Et tu amènes un sujet qui est particulièrement intéressant. Puis écoutez bien, prenez des notes parce que c'est quelque chose qui pourrait améliorer votre santé. En tout cas, on va pouvoir le voir l'écouter dans les prochaines secondes. Donc, ça va nous parler de l'effet pamplemousse. En fait, quand c'est... En fait, il y a des côtés négatifs à prendre du pamplemousse et certaines médications. C'est ça, c'est ce qui arrive.
Alors, tout d'abord... Je savais pas. Hein? On se croit heureux, on prend soin de soi. Le matin, pamplemousse. Ah oui, Et puis, moi, je savais, fin finot que je suis, qu'il y avait une contre-indication, sauf que moi, je pensais que ça annulait l'effet de certains médicaments. Bon, je suis allé vérifier, puis le fin finot que je suis s'est rendu compte qu'il fallait absolument parler encore. Non, ça n'annule pas l'effet du médicament. Mais le pamplemousse est très dangereux pour certains médicaments. Je vais faire la liste et vous en parler. Mais pourquoi le pamplemousse? As-tu réussi à voir pourquoi? Parce que c'est un agrume. Je veux dire, il y a des oranges, il y a dans la famille des agrumes, il y en a beaucoup. Là, mais... c'est que le pamplemousse est particulier, contrairement à d'autres citrons ou d'autres types de fruits. Le pamplemousse est particulier parce qu'il a je vais passer le nom de la petite babelle qu'il y a dedans. Là. De toute façon, on s'en souviendra pas demain. Non, c'est ça. C'est bon Scrabble, mais on s'en souviendra c'est bon. Pas. Oui, avec des X et des Z. Ouais. Ce que ça fait, c'est que ça intervient au niveau des intestins. Et pour la plupart des médicaments, entre autres, je sais, moi, personnellement, que les antidépresseurs, puisque j'en prends, là, je sais que c'est au niveau de l'intestin que le médicament prend tout son effet et entre finalement en relation avec le corps humain. Ouais. Alors, le pamplemousse, lui, ce qu'il fait, il neutralise pas, il bloque cette marche à suivre-là qui serait normale en principe. Et les chercheurs, puis du Canada en passant, du Québec, là, se sont rendus compte à un moment donné que notre corps, quand on consommait des pamplemousses, ne serait-ce qu'un jus 8 onces, l'intestin gardait en place tous les médicaments que la personne pouvait prendre. Et ça, les chercheurs ont cherché ils ont vérifié jusqu'à 72 heures. Et encore, l'effet du pamplemousse faisait que ces personnes-là, qui étaient un groupe de patients, avaient encore une surdose, finalement, en attente dans leur organisme. Finalement. Donc, ça reste comme stocké là, puis est-ce que c'est éliminé? Est-ce que non, ça reste stocké là, puis ce qui arrive, justement, c'est ce qui fait que il est dit que, attention, si vous prenez certains médicaments, et je vous ferai la liste un petit peu dans quelques instants, attention, parce que ça peut même être, c'est pas des étourdissements et des pertes de conscience, ça va jusqu'à la mort, il y a des gens qui sont décédés malheureusement. Là, bon. C'est comme une overdose, quoi. C'est ça, c'est que, j'ai donné l'exemple de l'antidépresseur, je le savais, mais quand on prend des médicaments comme, je sais pas, angine de poitrine, dysfonction érectile, ça fait partie de la liste, hypertension artérielle, si ce type de médicament-là est retenu pour 72 heures, ce qui peut arriver, c'est que 24 heures après les 72 heures ou après 72 heures, la totalité de la quantité retenue dans l'intestin arrive là, dans l'organisme. Et l'organisme le gère, lui, comme voici, tu viens de prendre ton médicament, mais tu en as pris pas mal. Un peu pour 3 doses ou 3 journées de suite. Là, voilà. Par exemple, c'est ça. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, il y a des gens qui disent, OK, parfait, je prends des médicaments, oui, mais je les prends le matin, donc mon jus de pamplemousse, je le prends le soir. Même le soir, comme je disais, un verre de jus de 8 onces, puis c'est jus ou pamplemousse, le fruit comme tel. Ouais. Un verre de jus de 8 onces, puis un demi-pamplemousse. Vous le prenez le soir et le matin, 12 heures plus tard après le sommeil, vous prenez vos médicaments. Le pamplemousse est encore là et l'effet est encore là pour 72 heures minimum. Voilà. C'est méconnu, ça, Yves, je trouve. C'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui, j'avais... je me doutais que Santé Canada avait une page, effectivement. C'était, tout attention, là, ce qu'on appelle un warning. Les mises en garde. Là, les mises en garde, oui. Le Figaro en a parlé en fin octobre de l'an 2012. Oui. Je sais que l'émission L'épicerie en a parlé en février 2010, je pense, ou 2009. Oui. Oui, c'est bien, il faut en parler. Bon, dernièrement, le Figaro en Europe, on n'en parle pas assez. Puis quand je dis on n'en parle pas assez, c'est non seulement pour les personnes que ça vise, mais ça vise beaucoup de personnes, parce que je vais parler, je vais... La liste. Oui, absolument. La liste. Bon, les médicaments concernant l'angine de poitrine. Bon, ça touche beaucoup de gens, là. Et c'est le type de médicament qui, s'il est gardé, s'il est contenu, ça me semble, moi, je suis pas médecin, voilà. Médicaments cancer, médicaments de dépression, reflux gastro-intestinal, l'hypercholestérolémie,
Des médicaments concernant les infections, le VIH, les médicaments concernant le rejet d'un greffon, les médicaments pour l'anxiété, les convulsions, les dysfonctions érectiles, j'en ai parlé, l'hypertension artérielle. Il y a bien des gens qui prennent des médicaments régulièrement tous les jours, puis c'est pas trop bon sans être médecin. Ça fait pas un bon mariage avec le pamplemousse. Hein? C'est une expression, c'est épouvantable. Là. Ouais. Je trouve que la liste est longue. Bon, après VIH, il y a rythme cardiaque irrégulier, mais on en a parlé un petit peu. Puis problème psychologique. Bon, l'arythmie cardiaque, là, rythme cardiaque irrégulier. Puis problème psychologique, là, c'est dans le sens large du terme. Ça peut être tous les médicaments pour à peu près toutes les maladies. À peu près tout ce qui a rapport à la santé mentale. Voilà, les médicaments bien connus, que l'on connaît bien, là, que beaucoup de nos auditeurs et moi-même prenons là, régulièrement. À la blague, notre recherchiste disait qu'il n'aime pas ça le pamplemousse, ça tombe bien. Ah bon, c'est bon. Que c'est ça, au moins, c'est peut-être ça qui sauve des gens, là, dans le fond. Mais lui-même, à l'état pur, le pamplemousse, c'est bon. C'est juste le mariage avec les médicaments. C'est, tout comme, j'en parlerai probablement à un moment donné bientôt, là, dans une autre capsule, on en prendra le temps. Les gens sont de bonne foi et vont prendre des médicaments naturels. Oui. Il arrive que c'est très dangereux avec la cohabitation. Des médicaments naturels, sauf qu'il il faut vraiment s'informer. C'est pas n'importe quoi. Là. C'est toujours en fait la connexion avec l'autre médicament. Le médicament naturel à la base est correct. C'est ça, l'interaction avec qui il fonctionne et avec qui il ne fonctionne pas, avec quoi il fonctionne. Voilà, c'est ça. Alors, bon, les autres agrumes, grosso modo, j'ai un petit peu de temps. Oui, t'as encore parfait. Beaucoup de temps. Alors, il y a les autres agrumes. Le citron, lime, orange, et les tangerines, c'est pas vraiment présent. Il faudrait vraiment en prendre une quantité phénoménale. Là. Comme tu disais, c'est cette matière-là là, qui est à peu près pas nommable, là, mais qui se retrouve dans le pamplemousse. Qu'on retrouve moins dans les autres agrumes. Disons que ce que l'on retrouve au Québec comme fruits sont peu souvent touchés. Parce que, je vais donner un exemple, les oranges de Séville, c'est très populaire en Europe, puis en Espagne. La lime aussi, qu'on retrouve en Europe, il faut pas... Mais nous, ce qu'on a ici, il n'y a pas de problème. Oui. C'est le pamplemousse. C'est le pamplemousse qui est la question. Oui, le pamplemousse. Puis n'oubliez pas, un seul verre de 8 onces là, dans les 72, c'est pas... c'est pas du tout recommandable avec certains médicaments, dont la majorité des médicaments en santé mentale. Oui. Est-ce que c'est le genre de choses que les pharmaciens, tu sais, des fois, les pharmaciens vont aussi mentionner ce genre de choses-là, parce que si ça commence à être connu, ça serait intéressant. Dans le cadre de ma recherche, là, j'ai parlé avec mon pharmacien, que je vois assez régulièrement. Oui. Ça n'a pas été un détour pour moi, mais ils s'informent, ils reçoivent de façon assez régulière, me disait-il, les mises en garde et les messages de Santé Canada. Oui. Et moi, je sais que Santé Canada a une page là, concernant l'interaction entre le pamplemousse et son jus avec certains médicaments. Et depuis, je pense, c'est 2004. Voilà. Donc, on invite les gens à faire une recherche pour justement trouver cette page-là. C'est toujours à jour. Donc, oui, c'est de trouver, oui, c'est pour ça. C'est toujours à jour, oui, depuis. Parce qu'il y a peut-être aussi d'autres aliments. Là, on parlait du pamplemousse aujourd'hui, qui est quand même, comme il arrive comme une surprise. On ne s'attendait pas à ça. Mais, effectivement. On se dit un aliment naturel, puis qui est apparemment très vanté, comme quoi c'est très bon. Puis mangez ça, même si c'est pas bon au goût, mangez-en quand même. Mais on est de bonne foi. C'est ça, dans ce cas-ci. On a l'impression d'être en bonne santé, là, prendre un bon demi-citron tous les jours, la santé est toujours. C'est ça. Voilà. Mais là, c'est peut-être mieux de prendre une pomme. Là, il vaut mieux prendre une pomme, même si ça vient d'une dame que vous ne connaissez pas et qui s'appelle Ève. Il nous reste quelques minutes. Et veux-tu nous discuter d'autres choses? On a pas évidemment parlé du pamplemousse, mais qu'est-ce qui te drive, entre guillemets, ces temps-ci, peut-être, au niveau de ta vie? Est-ce que tu as des choses... ayant toi-même un vécu en santé mentale, comme tu nous le disais? Oui. Ces temps-ci, je regarde l'évolution, je parle pas beaucoup, là j'en parle, oui, parce qu'on me pose la question, mais ces temps-ci, je réfléchis beaucoup sur les visions sociales, de la gestion du dossier, d'un dossier, des dossiers, pas de dossier particulier, il y en a beaucoup, là, il y en a qui vont nous venir à la tête régulièrement, des dossiers en matière criminelle, et particulièrement quand on
pense à la notion de ce qu'on appelle la mens rea, qui est en latin, qui veut dire l'intention coupable de poser un geste. En droit, je ne vais pas faire un cours de droit. Tu as un bon background en droit, là. Tu es toi-même avocat de formation. Oui, je l'ai été. Je ne paye plus mes cotisations. C'est ça. J'ai ma maladie. Tu as fait partie du barreau. Oui, c'est ça. Ce que l'on a hérité, je pense, de la venue de nos amis les Anglais, ça a été, le code criminel, coast to coast, là, parce que notre code civil est distinct du reste du Canada. Oui. Mais dans le droit criminel, il y a un principe simple là, que je vais expliquer en 2 mots. C'est on doit démontrer la société, les représentants de la société, les représentants de la reine, ceux qu'on appelle la couronne, substitut du procureur général, doivent faire une preuve que, 1, c'est lui l'individu qui a posé le geste, et que 2, il avait l'intention, sauf dans certaines circonstances comme les facultés affaiblies, homicide involontaire, des choses comme ça, mais c'est particulier. Alors, ces temps-ci, il y a beaucoup de dossiers qui font leur chemin, qui évoluent vers les hautes cours, puis la société, avec raison, plus ou moins confiance, je pense, à notre système de droit, malheureusement, mais moi, j'en ai encore confiance. Puis j'attends, je regarde. Comme observateur et comme critique, jusqu'à un certain point, parce que tu connais en plus... Je comprends les gens d'être un peu découragés, c'est ça, d'être un petit peu désabusés. Je ne défends pas notre droit. Je dis qu'il y a une justice, mais peut-être pas écrite dans nos livres d'hommes et de femmes. Oui, mais c'est très intéressant. On va continuer. On te souhaite de poursuivre l'observation. Puis c'est très intéressant comme sujet. Le pamplemousse, méfiez-vous. Donc, méfiez-vous des combinaisons dangereux. Avec médicaments, surtout en santé mentale. Angine de poitrine, cancer, dépression, reflux gastro-intestinal, hypercholestérolémie, infection, rejet de greffon, anxiété, convulsion, dysfonction érectile, hypertension artérielle, VIH, sida, rythmie cardiaque, problèmes psychologiques. Voilà. Donc, faites attention. Merci beaucoup, Yves, de ta présence. Merci. Et à une prochaine. C'est un plaisir de te recevoir à notre micro. Oui, à bientôt. Bye-bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment de l'espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, ton sujet, 6 choses que vous ignorez sur la santé mentale. Justin Malo est toujours présent également. Alors, c'est intéressant, ces listes-là, quand même, c'est plus clair. C'est la mode, les top 10. Les top 6, Est-ce que c'est des mythes ou des faits? C'est des choses, comme le titre de l'article dit, des choses qu'on ignore sur la santé mentale. Oui. Ça, c'est pris sur un site Internet qui s'appelle Plaisir Santé. C'est un site qui renseigne sur tout ce qui touche la vie saine. C'est un site Internet de sélection Reader's Digest. Oui. Alors, une première chose qu'on ignore sur la santé mentale, c'est que manger du fast-food peut augmenter le risque de dépression. Ah. Une étude réalisée par le journal Public Health Nutrition a montré qu'il existe un lien entre la consommation de produits de boulangerie, de pâtisserie, incluant les petits gâteaux, les croissants et les beignets, et le fast-food, c'est-à-dire quand on pense aux hamburgers, aux hot dogs, à la pizza. Donc, il y aurait un lien entre tout ça et la dépression. Il a en effet été prouvé que les adeptes du fast-food étaient 51% plus susceptibles de tomber en dépression par rapport à ceux qui en consommaient peu ou pas du tout. Là, ça veut dire des gens qui font de l'abus. Pas mal. Parce que tu peux en prendre occasionnellement. Oui, mais ici, on nous dit que ceux qui en consomment régulièrement. On parle d'adeptes du fast-food. Okay. Une raison encore de plus pour éviter, en fait, de réduire sa consommation de fast-food. Hein. Ça veut dire que Tim Hortons rend fou. Eux, c'est moins fast-food. Peut-être dépressif, je ne sais pas. Ouais. Une deuxième chose que l'on ignore sur la santé mentale, c'est que s'engager dans sa communauté augmente la résilience mentale, c'est-à-dire la force mentale. Selon un article paru récemment dans la revue Social, Psychological and Personality Science, appartenir à des groupes sociaux, que ce soit un club d'échecs ou une équipe sportive, augmente la force psychologique nécessaire pour affronter et surmonter les difficultés d'ordre physique. Les chercheurs laissent entendre que cela nous donne un sentiment d'appartenance et un but. Bien entendu, avoir une famille et des amis aide aussi. Troisième
point que l'on ignore sur la santé mentale, c'est que le stress peut être génétique. Une étude publiée dans Archives of General, beaucoup d'anglais aujourd'hui, dans Archives of General Psychiatry, a permis de découvrir que les patients dont le gène lié au stress s'exprime peu vivaient plus de sentiments négatifs lors de situations stressantes. Cela permettrait d'augmenter les risques de dépression et d'anxiété. Donc, autrement dit, le stress, il faut que ça sorte. Si ça reste en dedans, exprimez-vous. Oui, parce que c'est jamais bon. Il ne faut jamais être prisonnier de ce sentiment-là. Oui. Un quatrième point que l'on ignore, c'est avoir un poids santé diminue la dépression chez les femmes. Une étude du General Hospital Psychiatry qui a suivi 203 femmes obèses âgées de 40 à 65 ans durant plus d'1 an, a permis de découvrir que celles-ci étaient de moins en moins dépressives à mesure que leur poids diminuait. De plus, selon les chercheurs, les personnes chez qui la dépression diminue deviennent plus actives. 5e point, les suppléments d'oméga 3 sont efficaces dans le traitement de la dépression. Mais ça, ici, nous autres, on le savait. On en a parlé souvent. Oui. Alors, la consommation de suppléments d'oméga 3 a servi à traiter efficacement des cas de dépression sévère, selon une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry. Même si les bienfaits des oméga-3 sont bien documentés, un régime alimentaire riche en oméga-3 est bon pour notre cœur autant que pour notre cerveau. L'étude en question, la plus importante de sa catégorie, a démontré qu'il existe un lien précis entre les suppléments d'oméga-3 et la dépression. Toujours rappeler de manger du poisson. Certains types de poissons. Certains poissons contiennent beaucoup d'oméga-3, oui. Ouais. Les études précédentes avaient suggéré que les personnes ayant des carences en oméga-3 pouvaient être prédisposées aux dépressions. Mais c'est bon, Ghislain, tu as retenu, on en a parlé plusieurs fois, alors c'est bien. C'est bien ça prouve qu'il écoute un peu. Oui, c'est ça, j'espère que les auditeurs aussi... Oméga-3, c'est pas une série de science-fiction à la télé. Et finalement, le 6e point, l'anxiété peut nuire à la santé cardiovasculaire. Bien ça, on a remarqué qu'on s'en doutait. Ouais. Une étude de suivi de 3 ans publiée dans Canadian Journal of Psychiatry rapportait que les personnes souffrant de troubles de panique étaient plus susceptibles de faire une crise cardiaque par rapport à celles qui n'en souffraient pas. Parmi les signes avant-coureurs, on retrouve la sudation, les palpitations et l'essoufflement. Alors voilà donc 6 signes ou 6 choses qu'on ignorait sur la santé mentale. C'est intéressant. Mais dont on se doutait un peu. Oui, on se doutait un peu, mais c'est toujours bon d'informer de ce genre-là. Je pense que c'est ce genre de liste-là qui est fort intéressante. Merci, Ghislain, pour ta participation également. Merci, Pierre, pour ce beau sujet. On continue en chanson à l'émission Folie douce avec Sylvie, La liberté, demeurer des nôtres. Moi, je l'aime bien. Ce petit chemin entre nous, poulou, poulou. Tous ces petits cailloux disposés dans la maison. Ah, 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 ah. Je les ai placés un peu partout jusqu'au salon. Pour ne pas oublier de sauter vers toi. Et tu ouvres les bras, je ferme les yeux, tu penches la tête et tu souris un peu. Ta bouche qui dépasse et moi qui veux l'attraper. Moi je l'aime bien, ce petit sentier en papier. Poulou, poulou. Tous ces mots, ces petits points qui nous lient. Ah, 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 ah. J'en ai collé un peu partout jusqu'au plafond. Ah, ah, ah. Tous ces traits d'union s'étirent de toi à moi. Et tu ouvres les bras, je ferme les yeux, tu penches la tête et tu souris un peu. Ta bouche qui dépasse et moi qui veux l'attraper. Ta bouche qui dépasse et moi qui veux l'attraper. C'est inachevé, œuvre à pointiller. Pour ne pas oublier, tu
es mon lieu préféré sur la terre. Moi je l'aime bien, ce petit sentier 4 saisons. Poulou poulou, j'ai tracé ton nom, les 2 pieds dans la neige. Ah 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 ah, c'est le printemps qui me le rendra dans un frisson. Ton nom dit le mien, et moi je cours vers toi. Et tu ouvres les bras, tu fermes les yeux, tu penches la tête et tu souris un peu. Ta bouche qui dépasse, et moi qui veux l'attraper. C'est toi mon lieu préféré sur terre. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. En terminant cette émission de Folie douce, en compagnie de Ghislain Malo et Pierre Laporte, votre choix musical comme à l'habitude, à chaque semaine, c'est un devoir pour nous de passer justement des chansons. Oui, et de nommer les gens et qui de nommer les ont les créés, gens. parce que c'est quand même important. Oui, il fait partie du contenu de l'émission, en fait, autant que nos invités. Alors, on écoutait, donc, en tout début d'émission, on écoutait A priori. De Volo. Oui, on écoutait également, dans la première demi, Comme un loup. De Adam Karsh. Oui, en deuxième demi, on écoutait Espagnola. Oui, de Jali. Et à l'instant, on a écouté Les chemins de la liberté. Oui, de Sylvie la Liberté. C'est comme presque éponyme, même si ça ne l'est pas vraiment. Ça tombe bien. Bien, merci beaucoup pour votre choix musical, Ghislain et Pierre. Merci Pierre aussi aux 2 blocs Espresso et Espresso allongé. À l'Espresso, il était question de muscler sa mémoire. On a appris qu'on pouvait faire de l'haltère au niveau de la mémoire. De l'haltère intellectuelle. Oui, de l'haltère intellectuelle. Et au niveau de l'Espresso allongé, 6 choses que vous ignorez sur la santé mentale. Alors, c'est toujours intéressant de mentionner ça. Merci pour ta mise en onde également. Je remercie notre première invitée, Dr Marie-Ève Coton, qui nous a parlé du cinéma et santé mentale, ainsi que de son approche comme psychiatre, donc au niveau de la communauté. On a eu Yves Schofield en début de deuxième, qui nous a parlé de l'effet pamplemousse et sur en fait, les contre-indications sur certaines médications. Moi, j'avais aucune idée que ça existait, alors c'est vraiment intéressant de le savoir. Oui. C'est mieux pour notre santé. Alors, merci Pierre, bonne semaine. Salut Yvan. Merci Ghislain. Merci. Au revoir, c'est Yvan Bugeaud, donc en animation. Au revoir, à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop